Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Nous vous remercions, Benjamin Lacroix, son équipe et moi-même, Marc Préjean, d'avoir répondu à cette invitation de la CCI pour Béarn. Nous vous accueillons cet après-midi au nom de notre président, Didier Laporte, et au nom de tous les élus et salariés, certains sont dans la salle, de la CCI, pour échanger sur la crise énergétique, les aides mises en place par les pouvoirs publics et les meilleures stratégies et solutions pour le futur. Bon, c'est une des nombreuses actions engagées par la CCI depuis plusieurs années. Vous le savez sans doute, votre CCI a pour mission d'aider les entreprises de son territoire tout au long de la vie de l'entreprise, donc depuis la création jusqu'à la transmission de l'entreprise, en passant par le développement durable, l'innovation, les partenariats ou la formation. C'est également la représentante légale des intérêts des 20 000 entreprises du territoire et le porte-parole auprès des pouvoirs publics et des collectivités locales. Pour nous accompagner cet après-midi, et nous les remercions chaleureusement, Laurence Porteau, qui est ici à mes côtés, qui rappellera les aides de l'État et les prochaines étapes, parce que les décrets se succèdent à la vitesse grand V. Emmanuel de Bourbon, d'EDF, interviendra sur le pilotage de la consommation, l'autoproduction, et puis le contexte macroéconomique. Et enfin, les services de la CCI, représentés non pas par Aurore Gassi, mais par Sabine Gimon, vous montrera comment accompagner la transformation de l'entreprise, piloter ces projets de transformation et puis surtout par où commencer. Juste avant de céder la parole à Madame Porteau, permettez-moi de prendre quelques instants de votre temps pour vous donner quelques éléments de contexte. Notre planète et ses occupants sont soumis à deux points importants. Un changement climatique structurel dû à la quantité de gaz à effet de serre qui s'accumule dans l'atmosphère, et puis à une crise politique, économique, énergétique, conjoncturelle, du fait notamment de la guerre provoquée par la Russie en Ukraine. Il nous appartient de répondre sans délai à ces problèmes et d'engager une mutation profonde et de décarboner nos activités. Pourquoi décarboner nos activités? Pour laisser une planète vivable aux générations futures et puis permettre à nos pays et à nos entreprises de prolonger leur développement de façon durable face à ces deux bouleversements. Sans vouloir vous abreuver de chiffres, je rappellerai que la quantité d'énergie primaire consommée dans le monde continue à s'accroître et de façon significative. Dans le monde, elle est évaluée à 170 000 TWh. J'ai pris comme unité le TWh parce qu'on va parler d'électricité, pas mal, mais si vous préférez les millions de tonnes équivalent pétrole, ça fait environ 17 000 millions de tonnes équivalent pétrole. Plus de 82% de cette énergie provient des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz naturel. Et ce pourcentage diminue très faiblement au fil du temps, en dépit d'une production d'énergie renouvelable importante, le soleil, le vent, la biomasse, etc. Et je vous rappellerai quelque chose qu'on ne connaît pas toujours, c'est que les centrales à charbon produisent environ 40% de l'électricité dans le monde. L'Europe, elle, se caractérise, l'Europe, c'est à peu près 14% de la consommation mondiale, avec 5% de la population. Elle se caractérise par la volonté de la Commission, ratifiée par les États, de la création d'un marché unique du gaz et de l'électricité. Et malheureusement, il n'apparaît pas que les multiples dispositions qui ont été prises depuis 1996, que ce soit les directives ou les règlements, aient fait baisser les prix. Selon moi, l'essentiel du risque repose sur le consommateur, avec des prix gros qui varient considérablement au fil du temps. Il suffit de regarder 2022 et nous en aurons la démonstration dans quelques instants.
En France, la consommation d'énergie primaire est de 2600 TWh, avec une production d'électricité largement décarbonée, et tant mieux, grâce à notre production d'électricité d'origine nucléaire, même si celle-ci s'est réduite fortement au cours des 2 dernières années, par rapport notamment à ce que EDF produisait entre 2012 et 2018. Un point important, c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte, puisque tel est son nom, cette loi, et qui fixe le cadre politique énergétique de notre pays, ainsi que des objectifs à atteindre dans un futur assez proche, puisqu'il s'agit de 2030. Il y a également des objectifs en 2050. Et je vais vous donner les objectifs 2030, c'est quand même dans 7 ans. Moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 90, moins 30% de consommation d'énergie fossile en 2030 par rapport à 2012, et il faudra porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale d'énergie et à 40% de la production d'électricité. Vous voyez, les contraintes et les exigences qui sont devant nous sont multiples, elles sont prégnantes, et il va falloir vraiment opérer une mutation significative. Le 19e siècle était le siècle du charbon, le 20e celui du pétrole, le 21e sera celui de l'électricité. C'est dans ce contexte, notamment avec des prix élevés de l'énergie, que les pouvoirs publics en France, et tous les pays n'ont pas fait en Europe, ont mis en œuvre pour les particuliers dès octobre 2021, mais aussi pour les entreprises quelques semaines plus tard, pour les TPE, un bouclier tarifaire et des aides également, alors différentes aides qui vont vous être expliquées, et un soutien aux PME et aux entreprises fortement consommatrices d'énergie. Je m'arrêterai là et j'invite Laurence Porteau à vous exposer les modalités de ces aides que l'État a mises en place et vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Alors avant de laisser la parole à Porto, je vais commencer justement par présenter le contexte. Vous l'avez dit, M. Prigent, effectivement... Merci de brancher le micro. Ah. Et il est branché aussi. Je vais le rapprocher un peu comme ça, c'est mieux? Oui, d'accord. Excusez-moi, donc je disais simplement, on va commencer par évoquer le contexte effectivement qui nous amène dans la situation aujourd'hui d'une crise énergétique sans précédent et en espérant sans moment, c'est-à-dire qu'on puisse retrouver un peu plus nos esprits et un marché un peu plus stable. Vous l'avez dit, on est en train de préparer un monde décarboné. Pour passer sur un monde décarboné, tous les pays à travers le monde parlent effectivement d'une électrification de masse. Et pour ça, il va falloir donner des signaux encourageants pour que l'électricité soit un tarif qui soit maîtrisé, durablement maîtrisé, et qu'il ne soit plus dépendant aujourd'hui des énergies fossiles, comme c'est le cas. Et comme c'est le cas, puisque en fait en Europe, quand le marché unique a été mis en place, l'Europe a décidé, donc c'était il y a plus d'une dizaine d'années, l'Europe a décidé effectivement de structurer le marché en partant du principe que pour pouvoir calculer le prix de l'électricité, il fallait regarder en fait quelles étaient les énergies que l'on utilisait pour pouvoir la produire, et notamment du coup indexer l'électricité sur la dernière énergie qu'on doit appeler pour produire l'électricité dans les périodes de pointe. Et en l'occurrence, effectivement, il s'agit du gaz. Donc ça veut dire qu'on a décidé à ce moment-là de partir sur le calcul du prix de l'électricité sur le gaz. Quand on regarde plus en détail, évidemment, pour chacun des pays européens, la situation est un peu différente. Vous l'avez dit, M. Prigent, on a en France une électricité qui est déjà massivement décarbonée et qui ne dépend pas des énergies fossiles. C'est un choix stratégique qui avait été fait il y a très longtemps, dans les années 60-70. L'objectif était justement d'éviter de dépendre de sources extérieures et de pouvoir créer une sorte d'autonomie sur la production d'électricité. Vous avez ici le mix français en 2019, où on voit que les énergies renouvelables se développent de plus en plus. Dans les énergies renouvelables, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les énergies qui sont dites pilotables et non pilotables. Alors, massivement, les énergies renouvelables qui se développent ne sont pas pilotables, puisque c'est le photovoltaïque et l'éolien, que le photovoltaïque produit quand il y a du soleil
et que l'éolien produit quand il y a du vent. Et puis c'est la petite hydroélectricité également. On en a plusieurs centrales d'ailleurs sur notre territoire. Et ces centrales-là, elles produisent évidemment quand les rivières ont un débit qui est suffisant pour pouvoir produire l'électricité. Donc elles sont prioritaires sur le réseau, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles produisent, et bien à ce moment-là, elles alimentent le réseau, et puis ce sont les énergies dites pilotables qui s'effacent et qui leur laissent la place. Donc on voit bien que en 2019, vous avez ici la part de ces énergies, c'était à peu près 10%. Vous avez ensuite le nucléaire, qui est évidemment une énergie pilotable massivement décarbonée, qui représentait 70%. Vous avez la grosse hydroélectricité, qui est en haute altitude, qui s'appuie sur des lacs que l'on remplit dans les périodes de printemps, d'automne, et puis que l'on utilise essentiellement l'hiver et de plus en plus maintenant l'été, puisqu'on commence à avoir des périodes de pointe de plus en plus importantes l'été. Ça rejoint un autre sujet, vous parliez tout à l'heure de réchauffement climatique, de dérèglement climatique. On a aujourd'hui déjà un sujet d'inquiétude, c'est qu'on sait que les nappes phréatiques sont à un niveau qui est beaucoup plus bas que ce qu'elles ont été il y a un an, en décembre 2021. Qu'on a un hiver qui a été froid, mais peu pluvieux. Donc on a une très faible pluviométrie. On a réussi à maintenir un niveau de lac en altitude à un niveau satisfaisant. Mais nos nappes phréatiques sont vraiment basses. Et si jamais on n'a pas un printemps très pluvieux, on sait d'ores et déjà qu'on va traverser un été qui sera très très sec. Et donc avec des difficultés en termes d'irrigation si la pluie ne se manifeste pas. Donc on voit bien que le dérèglement climatique a des conséquences qui sont importantes. Et puis, enfin, vous avez donc la partie thermique qui est encore existante pour pouvoir passer les pointes notamment et qui représente à peu près 7%. Alors effectivement, en 2022, ces chiffres-là sont chamboulés, puisque en 2022, on a eu, comme vous le savez, une faible disponibilité du parc nucléaire qui est liée au fait qu'on est dans un grand programme de maintenance et de prolongation de ces centrales. Elles ont été conçues maintenant il y a 40 ans environ, entre 30 et 40 ans. Et ce grand programme de prolongation, que l'on appelle le grand carénage, est un programme qui doit nous permettre de les prolonger de 10 ou 20 ans. Et dans un des réacteurs, on s'est rendu compte d'un défaut, enfin un défaut, c'est-à-dire que le réacteur arrive à ses 40 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait une trace de corrosion sous contrainte, c'est-à-dire une micro-fissure dans une canalisation qui n'est pas utilisée en temps normal pour faire fonctionner le réacteur. Et le principe de précaution a voulu qu'on arrête évidemment et qu'on débranche le réacteur et de regarder sur les autres réacteurs de même conception si jamais on retrouvait le même défaut, ce qui a été le cas, ce qui nous a amené à arrêter 12 réacteurs d'un coup, ce qui n'était pas prévu et qui est venu se rajouter aux 15 réacteurs qui, eux, faisaient l'objet d'une maintenance planifiée. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en 2022 avec 27 réacteurs à l'arrêt sur les 56 que l'on compte sur le territoire français. Donc ça veut dire 50% du parc à l'arrêt. Donc évidemment, ça a perturbé considérablement la production d'électricité décarbonée d'origine nucléaire, et il a fallu que l'on soit très importateur d'électricité de la part de nos voisins. Ce qui montre bien d'ailleurs qu'on a un réseau aujourd'hui qui est très dense au niveau de l'Europe, qui est très interconnecté et qui fonctionne très bien, c'est-à-dire qu'il y a un principe de solidarité. Si un voisin européen a besoin qu'on lui exporte de l'électricité, à ce moment-là, on est tous en capacité de le faire, et notamment la France, qui est normalement largement exportatrice d'électricité, a pu s'appuyer sur nos voisins pour pouvoir passer l'hiver sans trop de difficultés. Donc voilà, ce marché qui a été mis en place par l'Europe s'adosse sur le gaz. Vous avez ici les courbes qui démontrent en fait le fonctionnement. On s'appuie sur le marché spot. Ce qu'on appelle le marché spot, c'est le marché à l'instant T quand vous achetez de l'énergie. Vous pouvez l'acheter sur la place boursière à un instant T. Donc, vous l'achetez pour le moment où vous voulez le consommer. Et donc, c'est le marché spot, c'est le prix en temps réel de l'énergie. Depuis la mise en place, on va dire, de ce marché unique, il ne s'est rien passé. Voilà, on était sur des énergies qui oscillaient globalement pour le gaz entre 25-30 euros et puis 40 euros du mégawattheure. Donc, globalement, ça avait très peu d'incidence sur le prix de l'électricité. Et puis en fait, eh bien, il s'est passé Covid, il s'est passé l'après-Covid, où l'après-Covid, la Chine a redémarré, l'Asie a redémarré avant l'Europe. Donc dans la période Covid, les pays qui produisent massivement du gaz se sont retrouvés avec le stock de gaz sur les bras, personne pour leur en acheter, puisque
Vous vous souvenez que l'économie mondiale s'était plus ou moins mise à l'arrêt, donc les gros industriels ne consommaient plus. Donc ça veut dire que ces pays, notamment la Russie, ont arrêté de produire massivement du gaz, ont conservé les stocks, mais ont arrêté de produire. Quand l'Asie a redémarré post-Covid, elle a tapé dans les gaz, dans les réserves de gaz de ces pays producteurs. Et quand l'Europe est arrivée ensuite sur le marché, ces pays producteurs n'avaient plus la capacité de suivre le rythme de la demande, et ça a créé une première incidence en termes de hausse de l'énergie. Tout le monde croyait qu'en avril 2022, on sortirait de tout ça. Et puis en janvier, effectivement, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, l'Europe s'est fâchée avec la Russie, et donc il y a eu un effet de tension très très fort sur le marché, qui se traduit par la courbe que vous voyez ici. Donc, vous voyez la période de gauche, c'est la période où on oscillait finalement entre 30 et 40 euros du mégawattheure, il ne se passait pas grand-chose, et puis vous avez la période sortie Covid qui est ici, là, donc 2021 jusqu'en décembre 2021, où là on avait déjà eu une première alerte, hein, le prix du mégawattheure de gaz est monté à 140 euros, on avait trouvé ça très excessif, on disait que ce serait insupportable pour l'ensemble de l'économie européenne et mondiale. Et puis une fois touché 140 euros, c'est retombé instantanément, donc du coup ça a calmé les marchés. Et puis, au mois de janvier, à ce moment-là, la Russie déclare la guerre à l'Ukraine, toutes les incertitudes géopolitiques dont vous vous souvenez. Et puis, progressivement, dans le courant de l'année 2022, le marché s'est un peu affolé parce que on ne savait pas très bien si jamais on allait être en capacité de remplir, de refaire l'ensemble du stockage stratégique dans tous les pays d'Europe. Et vous l'avez dit, massivement en Europe, on s'appuie beaucoup sur les énergies fossiles pour produire l'électricité. Donc ça veut dire que si jamais on n'avait pas suffisamment de gaz pour produire l'électricité, eh bien à ce moment-là, on risquait le blackout en Europe. Donc ça a affolé les marchés et qui a donné la courbe que vous voyez ici, où jusqu'au mois d'août, à la fin du mois d'août, on est monté à des tarifs qui étaient du jamais vu. Comment ? À 300 euros, on était monté à des tarifs qui étaient du jamais vu. Et c'est à ce moment-là, quand le prix est arrivé à 300 euros, avec les conséquences que vous allez voir sur l'électricité tout à l'heure, que la Commission européenne a pris la parole en disant que l'Europe était prête à finalement rouvrir la porte au marketing design, au market design, ce qu'on appelle market design, qui est en fait au mode de calcul de prix de l'électricité pour essayer de désindexer du gaz. Ça, c'était au mois d'août, tout le monde attendait beaucoup de choses au mois de septembre, au mois d'octobre, et puis finalement, il y a eu peu de choses, mais on voit bien qu'à partir du moment où elle a fait cette déclaration, le prix est redescendu instantanément, il s'est stabilisé sur un premier plateau, et puis progressivement, on rentrait dans l'hiver, on avait un hiver qui était très clément, très doux, on arrivait finalement, tant bien que mal, à remplir les stocks, donc ça veut dire que le marché a fini par se calmer, et est redescendu à des tarifs qui restent néanmoins élevés par rapport à ce qu'on a connu, mais qui sont plus rien à voir avec ce que l'on a vécu dans le cours de l'année 2022. Ici, vous avez le prix spot en septembre. En septembre, on voit que le prix spot, le prix du gaz, alors qu'il était à 40 euros tout à l'heure, est passé à 600 euros en septembre 2022. Donc les conséquences sur le marché de l'électricité, vous les voyez, c'est exactement la même courbe, d'une couleur différente pour pouvoir les dissocier, mais sinon c'est exactement la même chose. On avait des mouvements oscillatoires pour l'électricité entre 35 et 50 euros du mégawattheure à peu près jusqu'en 2021. Ensuite, avec Covid, on a eu une première tension. Là où tout à l'heure, on voyait le gaz qui était monté à 130 euros, et quand l'électricité est arrivée au mois de décembre à 440 euros du mégawattheure, à ce moment-là, on s'est dit que c'est la même chose, ça va être une crise économique sans précédent. C'est retombé instantanément au mois de janvier aux alentours de 200 euros. 120 euros d'ailleurs, c'est retombé à 120 euros, donc on s'est dit, on se rapproche progressivement des 50 euros, et en tout cas à 120 euros, le marché était plus supportable, et puis on a traversé donc, toute l'année 2022 avec un prix qui est monté au mois d'août à 1100 euros du mégawattheure, qui est un prix qui est absolument intolérable et insupportable pour n'importe qui. Dès lors que Mme von der Leyen a pris la parole, le marché est descendu aux alentours de 600 euros, il a fait un plateau à 500 euros à peu près, et puis pareil, on est rentré dans l'hiver, on en ressort progressivement, et donc on est redescendu aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à un tarif aux alentours de 180 euros du mégawattheure. 180, ça reste haut par rapport à ce qu'on a connu, vous voyez, il y a 2 ans, mais évidemment, quand on a connu 1100 euros, on s'en contraindrait presque, serait-on tenté de dire, même si jamais on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc vous avez ici les différentes explications qui présentent en fait les raisons des pics et de ces mouvements de prix. Et c'est là où on attend donc le 14 mars le résultat de la Commission européenne
qui doit annoncer quelle décision elle prend pour pouvoir faire en sorte de désensibiliser, on va dire, le prix de l'électricité par rapport au prix du gaz, pour éviter qu'il puisse y avoir ce type d'envolée, parce que de toute façon, le gaz, on est dépendant beaucoup de pays qui peuvent se dire amis un jour, et puis dont on sait qu'ils ne défendront toujours que leurs intérêts, parce qu'aujourd'hui, on importe massivement du gaz des États-Unis. Les États-Unis défendront toujours de toute façon leurs intérêts en premier lieu. Donc il y a bien à un moment donné où si on veut électrifier le monde pour pouvoir le décarboner, il va falloir qu'on trouve une solution pour produire et fournir de l'électricité à un prix qui soit beaucoup plus stable et beaucoup plus bas. Vous avez les différentes explications que j'ai reprises tout à l'heure et que je vous laisserai dans le support pour que vous puissiez les détailler plus particulièrement. Et donc vous avez ici l'explication de ce que la Commission européenne doit présenter. Et c'est voilà, hier ou en fin de semaine dernière, ils ont annoncé qu'ils feraient l'annonce le 14 mars, donc on est très impatients de savoir ce qu'ils vont trouver. Bonsoir. Vous m'entendez là? Non? Moi, je vais vous présenter les dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place par rapport aux aides d'énergie. Alors, je vous mets tous les décrets qui sont sortis. Les 2 derniers sont du 3 février. Ils ont été publiés après la stabilisation des dispositifs quant au bouclier tarifaire et à l'amortisseur électricité. Alors, je vais commencer d'abord par le dispositif d'aide électricité. Il concerne quasiment toutes les TPE et les PME. Il concerne aussi les collectivités, mais je ne vais pas en parler ce soir. Donc, une TPE, rapidement, c'est une entreprise qui emploie moins de 10 salariés et qui réalise un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros. La PME, c'est l'entreprise qui emploie moins de 250 salariés et qui réalise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Alors, je vous ai dit que toutes les TPE-PME, ou quasi toutes, étaient susceptibles de bénéficier du dispositif électricité. Pour pouvoir en bénéficier, il faut que ces TPE-PME se signalent auprès de leur fournisseur d'énergie. Et c'est le fournisseur d'énergie qui va déclencher le dispositif dont il relève. Les dispositifs, ils sont différents suivant que l'entreprise est une TPE ou une PME. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le fournisseur d'énergie connaît de son client la puissance de son compteur électrique, connaît toutes les caractéristiques du contrat, les tarifs qui sont appliqués, mais n'a pas la donnée TPE ou PME. Donc l'attestation est envoyée au plus tard le 31 mars 2023. Juste TPE-PME, quand je parle de TPE-PME, je parle d'activité professionnelle avec un compteur professionnel. Je ne parle pas de structure juridique. TPE-PME, ça peut être l'agriculteur, la profession libérale, la SARL, la SAS, etc. Alors, la TPE va trouver son attestation sur le site impôt.gouv. C'est sur la page d'accueil. Donc, il y a un lien amortisseur et bouclier électricité. Et donc, c'est là que vous trouverez le modèle d'attestation à télécharger. Juste sous ce modèle d'attestation, vous avez un lien qui vous permet d'avoir la liste des fournisseurs d'énergie avec les modalités d'envoi de cette attestation. Par exemple, EDF permet de saisir l'attestation en ligne ou a mis aussi une adresse mail générique pour récupérer ces attestations. D'accord? Donc, ces dispositifs électricité pour les TPE s'adressent à toutes ces TPE qui ont signé ou renouvelé leur contrat en 2022 et un contrat qui court donc sur l'année 2023. Je vous ai mis un petit bout de l'attestation de la TPE. Donc, elle se présente, il y a une première partie où la TPE va s'identifier avec un numéro sirène. Et ensuite, il s'agit de cocher la case dont cette entreprise relève. Donc, la première case, c'est pour la TPE. Donc, cette attestation rappelle les caractéristiques de la TPE, donc par rapport au nombre de salariés et au nombre de chiffre d'affaires. Et le fournisseur d'énergie, en ayant cette information sur cette TPE, va appliquer le bouclier tarifaire ou l'amortisseur. Je vais revenir ensuite sur l'articulation entre bouclier et l'amortisseur. Pour la PME, l'attestation, c'est la même. On la trouve toujours sur impôt.gouv et les modalités d'envoi sont toujours les mêmes.
C'est juste la case qui est différente. C'est la case 3 pour la PME. Donc, dans l'attestation, vous avez les caractéristiques de la PME qui emploie moins de 250 salariés, etc. Il y a une petite subtilité par rapport à la TPE. Il faut que la PME ne soit pas filiale d'un groupe pour pouvoir bénéficier du dispositif électricité. Alors, une PME non filiale d'un groupe, pour cette attestation, c'est une PME qui n'est pas détenue par une autre entité morale à plus de 25%. Si vous êtes une PME détenue à plus de 25% par une autre personne morale, vous êtes une PME filiale d'un groupe. Il s'agira alors de compter au niveau du groupe tous les employés et de faire le total du chiffre d'affaires. Si au niveau du groupe, vous remplissez toujours les critères de la PME, vous pouvez aller sur l'attestation et vous pouvez bénéficier du dispositif électricité. Si par contre vous êtes PME filiale d'un grand groupe qui emploie plus de 250 salariés, vous êtes hors des clous, vous ne pouvez pas bénéficier du dispositif électricité. Alors, il faut savoir que ce dispositif électricité peut se cumuler avec les aides énergie, gaz, électricité. Donc, l'aide gaz et électricité a été mise en place depuis mars 2022 et il s'adresse aux entreprises qui sont dites énergivores. Donc, c'est un deuxième dispositif. Alors, les aides sont à demander par période. C'est des périodes de 2 mois. Donc, actuellement, les entreprises dites énergivores peuvent demander une aide au titre de la période de septembre-octobre 2022 et novembre-décembre 2022. Pour la période de janvier-février 2023, le guichet pour cette période-là va être ouvert à partir du 20 mars et va se fermer le 31 mai. Donc, ces aides-là, elles vont couvrir toute la période de 2023. Donc, si vous allez sur le site info.gouv, vous allez sur l'aide gaz-électricité, vous verrez les périodes de septembre-octobre, novembre-décembre. Il y a un guichet de régularisation qui a été ouvert il y a une dizaine de jours. Ce guichet de régularisation, en fait, il concerne les entreprises qui ne reçoivent qu'une facture d'énergie par an. Donc, les entreprises qui ont reçu là, en début d'année la facture d'énergie pour 2022, pour peu qu'elles soient énergivores, elles peuvent aller sur ce guichet pour voir si elles peuvent bénéficier d'une aide directe de l'État. Par contre, ah oui, j'ai un slide. Je suis partie trop vite, je n'avais pas vu que j'avais ce slide qui s'était rajouté. Je reviens en arrière, c'est l'aide électricité. Je vais vous expliquer dans le détail l'aide électricité. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la TPE, elle pouvait bénéficier du bouclier tarifaire ou de l'amortisseur d'électricité. Donc, la TPE, si elle a un compteur de moins de 36 kVA et qu'elle a un compteur au tarif réglementé électricité, elle va bénéficier du bouclier tarifaire, c'est-à-dire que la hausse de sa facture au 1er février est de 15%. La TPE, avec son compteur de moins de 36, si elle a signé un contrat à offre de marché, elle va pouvoir bénéficier du bouclier tarifaire qui est un peu différent de celui-là. Dans ce cas-là, c'est l'État qui prend en charge une partie de la facture. Cette partie va faire en sorte que le prix qui sera appliqué ne sera pas inférieur au bouclier tarifaire. Et si, malgré l'aide de l'État qui est plafonnée, l'entreprise dépasse les 230 € du mégawattheure, il y a un coût de rabot qui va être appliqué supplémentaire. Et c'est ce qu'on appelle la garantie 280 €. Le prix garanti 280, là, c'est 230 € du coût variable plus 50 € de tarif d'acheminement. Voilà. Pour les autres TPE qui ont une puissance de plus de 36 kVA, elles vont pouvoir bénéficier de l'amortisseur. Alors l'amortisseur électricité, c'est l'État qui prend en charge directement une partie du coût de la facture. Donc la facture, il sera mentionné directement sur la facture la prise en charge par l'État et donc l'entreprise aura un net à payer. Pour la TPE, si le net à payer dépasse les 280 €, elle va aussi pouvoir bénéficier de la garantie prix, le coût de rabot de 280. On
on passe par là, l'amortisseur, la prise en charge d'une partie de la facture par l'État. Donc l'amortisseur, il se déclenche quand le prix de l'énergie dépasse les 180 € du mégawattheure. D'accord? Et il s'arrête quand la facture dépasse les 500 mégawattheures. Mais pour la TPE, donc, elle va pouvoir bénéficier du coût de rabot supplémentaire qui va faire en sorte qu'elle aura un prix garanti maximum de 280 €. Pour la PME, le seul dispositif dont elle peut bénéficier, c'est l'amortisseur. L'amortisseur, c'est la prise en charge de l'État d'une partie de la facture si ça dépasse les 180 €, et l'aide de l'État s'arrête au-delà de 500 € du mégawattheure. Donc ça, c'est le dispositif électricité. Le dispositif électricité, il peut aussi, les entreprises qui sont en dispositif électricité peuvent aussi demander les aides gaz-électricité. Donc c'est pour les entreprises énergivores. Et dans mon tableau, donc c'est ce que je disais, donc les aides gaz-électricité, donc c'est des guichets, il y en a plusieurs. Donc à chaque fois des guichets qui sont ouverts pour 2 mois. Un guichet régularisation pour les entreprises qui vont recevoir leur facture, qui ont reçu leur facture là maintenant pour 2022. Il y a d'autres guichets qui vont être ouverts. Donc vous avez des guichets qui vont être ouverts pour les entreprises atypiques qui ont du mal à remplir les critères et qui pourtant sont des grandes consommatrices d'énergie. Donc il y aura un autre décret qui devrait sortir pour expliquer quelles entreprises pourront aller sur le guichet dit entreprise atypique. Alors, l'aide gaz-électricité, donc c'est pour les entreprises qui sont énergivores, il y a des conditions à remplir. Il faut aller sur le portail professionnel et ça demande quand même quelques calculs. Il vaut mieux se faire aider par un comptable et un expert comptable parce que c'est assez complexe. Voilà. Alors, dans les critères, il faut notamment que les dépenses d'énergie sur la période demandée dépassent 3% du chiffre d'affaires 2021. Par exemple, si vous avez une facture en décembre 2022 très importante, il va falloir comparer le montant gaz-électricité de décembre 2022 par rapport au chiffre d'affaires de décembre 2021 et vous regardez si vous remplissez les critères des 3%. L'autre condition, c'est que le prix doit avoir augmenté de plus de 50%. Donc pareil, pour décembre 2022, vous regardez le prix payé au kilowattheure et vous le comparez à celui payé en décembre 2021. Donc ça, ce sont les deux conditions. Et il y en a d'autres. Par exemple, l'entreprise ne doit pas avoir de dette fiscale et ne doit pas faire l'objet d'une ouverture de procédure au niveau du tribunal. Le dispositif aide 4 millions, c'est le dispositif le plus simple dans le moins compliqué, on va dire. C'est celui qui concerne en réalité les boulangers. Voilà. Et donc quand on parle de 4 millions, c'est une aide maximum de 4 millions entre mars 2022 et le 31 décembre 2023. Pour les aides de 50 millions et 150 millions, je ne vais pas en parler parce que dans les faits, ça concerne, je crois, personne dans le 64. Et il y a des critères supplémentaires, notamment de DE. Voilà. Alors, pour retrouver toutes les informations sur l'aide gaz-électricité, il faut aller sur le site abou.gouv et avec l'ascenseur, si vous descendez, vous allez tomber sur le tableau suivant. Et dans ce tableau suivant, il y a une FAQ, une foire aux questions. Et dans cette foire aux questions, vous aurez plein d'exemples pratiques pour savoir comment calculer les 3%, comment prendre la période de référence, etc. Donc plein d'exemples. Et j'invite toutes les entreprises qui veulent se lancer dans ce dispositif à lire au préalable de cette foire aux questions, qui va bien les aider. Donc, sinon, si vous avez des explications à avoir, enfin à demander, c'est le VAR, c'est la direction du VAR qui gère tout le dispositif gaz-électricité. Donc, dès qu'il y a